Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Cette semaine au programme, au Soudan du Sud, quel avenir pour la jeunesse? Malgré le manque de moyens, les étudiants multiplient les initiatives pour prendre leur destin en main. Il a été injustement accusé de terrorisme, torturé et emprisonné pendant 14 ans à Guantanamo sans jamais avoir été inculpé. Mohamedou Ould-Slahi sera avec nous depuis Nouakchott, premier détenu à avoir publié ses mémoires. Son histoire est aujourd'hui portée à l'écran dans le film Désigné coupable. Pour finir, nous vous emmènerons en Tanzanie, au cœur du cratère du Ngorongoro, un paradis sur Terre pour des milliers d'animaux sauvages, mais aussi un berceau de l'humanité. 10 ans après son indépendance, le Soudan du Sud reste l'un des pays les plus pauvres de la planète, fragilisé par une guerre civile sanglante qui a duré 5 ans. Il est toujours menacé par les luttes de pouvoir. Sa jeunesse rêve de changement. Dans la capitale de Djouba, les étudiants ont pu retrouver les bancs de l'université et tentent de trouver des solutions pour développer leurs projets futurs. C'est un reportage de Simon Wolfart. Peindre pour promouvoir la paix au Soudan du Sud. Le collectif de jeunes artistes Anataban a été créé en 2016 pendant la guerre civile. Aujourd'hui, 1 an après la formation d'un gouvernement d'unité nationale, il constate des améliorations. Cette guerre a touché tout le monde, des personnes âgées, des enfants, les jeunes. Mais la situation s'améliore au Soudan du Sud. Ce n'est plus comme il y a quelques années, comme en 2013 ou 2016. Cela s'améliore et vous pouvez voir les enfants et les gens s'essayer à la peinture d'une manière très paisible. La jeune génération profite de ce regain de paix pour gagner les bancs de l'université. Avec près de 20 000 étudiants, l'université de Djouba, construite en 1975, est aujourd'hui en plein essor. L'université est dans un meilleur état qu'avant. On a beaucoup moins de coupures d'électricité comparé aux années précédentes. Si les infrastructures se sont améliorées, à Djouba, beaucoup d'étudiants sont livrés à eux-mêmes. Les livres que nous avons ici sont un peu superficiels. Nous avons bien Internet, mais ce n'est pas rapide. Et pour obtenir des livres en ligne, il faut parfois les acheter. Ici, il n'y a pas de fonds d'aide dédiés aux étudiants pour répondre à nos besoins. Et pour se créer des opportunités, après les cours, Garang rejoint un incubateur de start-up à Djouba. Alors, comment se passe ton projet? Ça se passe bien. Nous finalisons l'achat du terrain. À Junub Open Space, Emmanuel, son fondateur, aide les jeunes à démarrer leurs projets d'entreprise. Beaucoup d'étudiants ont des idées mais ne savent pas comment les mettre en œuvre. Comment commencer? Comment rédiger mon business model et avoir une stratégie marketing? Les jeunes sont prêts pour le changement. Leur état d'esprit est déjà passé de la guerre au travail. Mais les espoirs de changement de la jeune génération se heurtent bien souvent à une situation économique difficile. D'après l'ONU, au Soudan du Sud, le PIB par habitant était de 448 $ en 2019. 2 mois après les attentats du 11 septembre 2001, Mohamedou Ould-Slahi est arrêté à Nouakchott, emprisonné d'abord en Jordanie, en Afghanistan. Il est ensuite transféré vers le camp de détention de Guantanamo Bay à Cuba le 5 août 2002. Il y sera incarcéré pendant plus de 14 ans sans avoir été inculpé. Dans son livre Les carnets de Guantanamo, il raconte les humiliations, les tortures et sévices sexuels qu'il a subis. Aujourd'hui, il est le héros du film Désigné coupable. Bonjour Mohamedou Ould-Slahi et merci d'être avec nous depuis la Mauritanie. Bonjour Valériane et merci pour l'invitation sur votre émission. Pour commencer, quelles sont les leçons que vous retenez de ce qui vous est arrivé à Guantanamo? Comment se remet-on d'une telle épreuve? Je me rappelle bien lorsque, après 8 mois dans une prison secrète en Jordanie, après 8 mois, lorsque les agents de la CIA m'ont enlevé encore une fois de la Jordanie. Quelques heures avant cet enlèvement, ce deuxième enlèvement de la Jordanie, l'un de mes geôliers m'a informé que je serais libéré. Et j'avais tellement de peur de la libération même. J'étais complètement changé. Après 8 mois, j'ai perdu le sens de temps. Et à l'aéroport, j'ai tout simplement attendu un vol normal, un vol régulier. Mais au lieu de ça,
des gens ont commencé à déchirer mes habits, déchirer avec des ciseaux. Et je me suis rendu compte que je ne serais pas libéré, je ne retournerai pas à ma famille. Mais au lieu de ça, je serai tout simplement mis dans une prison américaine, sans droit. Et c'est tout. J'ai tout simplement été mis en face de la fin de ma vie. Aujourd'hui, défenseur des droits de l'homme, vous dites avoir tout pardonné. Est-ce que malgré tout, vous n'en voulez pas aux États-Unis d'avoir pris plus de 14 ans de votre vie? Je serais hypocrite si je ne pardonne pas à tout le monde en tant que défenseur de l'homme, des droits humains, je dirais. En tant que défenseur des droits humains, je dois appeler à la réconciliation et au pardon. Bon, je commence avec moi-même et j'ai pardonné à tout le monde et j'ai invité même mes interrogateurs et mes ex-geôliers. L'un d'eux, par exemple, Steve Wood, m'a visité à 3 reprises. Je l'ai invité chez moi. Il est resté chez moi. J'ai fait appel à tous mes ex-geôliers, tous mes interrogateurs de m'inviter. Je veux tout simplement leur montrer que les gens en Mauritanie, ma famille en Mauritanie, les gens que je connais, mes amis, nous voulons tout simplement une seule chose, la liberté et être tout simplement traité avec humanité, avec les droits comme vous l'avez par exemple en France et en Allemagne. Quand vous étiez à Guantanamo, il y avait plus de 700 détenus sur place. Aujourd'hui, il en reste 40. Le président Barack Obama avait promis de fermer ce camp de détention. Quel est votre espoir avec la sortie de ce film? Le film, c'est juste une autre manière de raconter mon histoire. Le livre est sorti. J'ai été libéré après la sortie de mon livre. Et le film est encore une façon de raconter, pas même mon histoire, mais l'histoire des milliers de gens qui se trouvent dans des prisons comme Guantanamo Bay, qui n'ont pas accès à un procès légal et équitable. Je voudrais raconter l'histoire d'Ali Ward qui est décédé à Bagram sous la torture. Raconter l'histoire de Gul Rahman qui est décédé dans une chambre comme la chambre que j'ai décrite dans mon livre. Est-ce que ce film pourrait jouer un rôle en faveur de la fermeture définitive de Guantanamo? Absolument. On dit aux États-Unis que la démocratie meurt dans les ténèbres. Je crois vraiment en ce dicton. Et avec les ténèbres, j'ai été kidnappé dans les ténèbres. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je parle à vous, à vos téléspectateurs, je parle à tout le monde. Et le film est partout. Bon, l'histoire est là, l'histoire est en dehors. On ne peut pas dire que quelqu'un est criminel, quelqu'un a fait quelque chose, est terroriste, même si je ne crois pas en ce terme terrorisme parce que c'est un terme politique, ce n'est pas un terme criminel. Mais avec la sortie du film, on a encore beaucoup de gens qui peuvent consulter pour eux-mêmes l'histoire de Guantanamo Bay et voir tout simplement la prison de Guantanamo Bay telle qu'elle est. C'est une prison en dehors de la loi, une prison qui n'appartient pas à une démocratie. Les leaders des démocraties des pays libres, mais ça appartient à une dictature militaire. Merci beaucoup Mohamedou Slahi pour votre témoignage. Partons maintenant vers un immense jardin d'Éden, le Ngorongoro, un volcan vert situé dans le nord de la Tanzanie et vieux de plus de 2 millions d'années. De nos jours, il accueille un magnifique sanctuaire pour animaux classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous allez le voir, il porte bien son nom qui signifie le don de vie dans la langue Maa du peuple Maasai. Reportage signé Nicolas Bertrand et Jean Barrère. Il faut grimper jusqu'à 2400 mètres d'altitude pour enfin le voir apparaître. Voici le cratère du Ngorongoro. Il fait 20 km de diamètre. Ici, il y a 2 millions d'années, il y avait un volcan qui s'est effondré sur lui-même. Cela a créé
une merveille de la nature. Dans le cratère se trouve aujourd'hui la plus grande concentration animale de la planète, préservée de toute construction humaine. Ce paradis, c'est le lieu de travail de Rajabo. Il descend ici tous les matins avec son 4x4 à l'ouverture au lever du soleil. Rajabo est guide touristique. Le buffle à droite. Et à gauche aussi, il y a les troupeaux de buffles là. Plus de 25 000 animaux sauvages vivent dans le cratère. Ils trouvent ici toute la nourriture dont ils ont besoin et un climat idéal. C'est le mâle aussi, celui-là. Seules quelques pistes permettent de parcourir le cratère. Interdiction de les quitter ou même de sortir du véhicule. Car ici vivent aussi des animaux dangereux. Des hyènes, des léopards, et même plus loin, le roi de la savane. À droite, là, on voit les lions. Probablement, il y en a 6 ou 7 là. Ouais, ils commencent à lever la tête là. Des animaux vivent ici depuis des millions d'années. Parmi ceux qui sont passés par là figure aussi notre vieil ancêtre, l'Australopithèque. À 2 km du cratère, voici le lieu d'une des découvertes anthropologiques les plus importantes de l'histoire. Beaucoup de fossiles ont été retrouvés ici, y compris des hominidés. C'est le berceau de l'humanité, là d'où la plupart des ancêtres de l'homme sont partis avant de migrer ailleurs sur la planète. Ce sont les cendres volcaniques qui ont recouvert toute la région, qui ont permis de conserver ces fossiles. Homo habilis, Homo erectus, jusqu'à l'Homo sapiens. Je ressens énormément de fierté de travailler dans cet endroit. J'ai le sentiment d'être là où tout a commencé, là où l'humanité est apparue. Le cratère a permis de préserver la nature et la vie sauvage au fil des siècles, pour offrir un écrin unique au monde. C'est la fin de votre magazine. Merci pour votre fidélité.